Bienvenue à tous, merci. Aujourd'hui, nous allons parler du climat des affaires en République démocratique du Congo. Nous allons parler également de l'intelligence économique, mais aussi de ces matières premières stratégiques pour le Congo, qui doit être pays solution, mais également qui doit être au rendez-vous du commerce international. Vous savez que les grandes puissances se font la guerre aujourd'hui pour le contrôle de ces matières stratégiques, et parmi ces matériaux plus importants pour la transition écologique, il y a bien évidemment le lithium. La RDC dispose de la mine la plus importante au monde dans le Manono. Cette mine, au sein de laquelle d'ailleurs il y a des participations de la RDC, mais aussi de la Chine, de l'Australie, des Américains. Cette mine pose problème parce qu'effectivement, certains de responsables qui ont des licences pour cette mine éprouvent des difficultés, en l'occurrence AVZ. Aujourd'hui, nous avons invité un consultant qui est proche des AVZ pour à la fois qu'il nous explique de quoi il s'agit et pourquoi. Et il semble qu'il y a des soucis au niveau du respect des accords entre les uns et les autres, surtout qui a trompé qui veut déposséder qui. Voilà toute la vérité ce soir avec notre invité du jour, Marius Mouchalusuga, qui est un consultant international et spécialiste des négociations des affaires. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Nous avons effectivement intitulé cette émission Climat des affaires en RDC, toute la vérité sur l'affaire AVZ Cominière. Et depuis que l'annonce a été placée à nos antennes, beaucoup d'intérêt, pour ne pas dire des questions, des questionnements, d'étonnements et surtout de choses à vouloir savoir sur ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter en quelques lignes, les temps qu'on puisse se faire l'idée de qui on a affaire? Eh bien, je suis citoyen congolais, né à Kananga le 4 juin 1975. Je suis diplômé en relations internationales du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. J'ai également été formé à l'Université d'Harvard et d'Oxford en Angleterre dans les négociations. Et j'ai un master en management des agences nationales, des agences de renseignement et de sécurité du Centre français de recherche sur le renseignement. J'ai essentiellement évolué en dehors de la RDC depuis maintenant pratiquement 25 ans. J'ai eu l'occasion d'être auprès de 8 chefs d'État en dehors de la RDC, envoyé spécial, conseiller privé. J'ai également travaillé avec des multinationales, essentiellement américaines, ces 22 dernières années. Très bien. Vous avez été là parce que nous avons également travaillé ici à Télé 50 pour présenter en plus bref votre portrait. Avant qu'on puisse nous le préparer, j'aimerais bien savoir, est-ce que la RDC a besoin d'hommes de l'ombre, d'hommes des négociations et surtout qui ont un carnet d'adresse de votre acabit? De par ma petite expérience du passé à l'extérieur auprès d'un certain nombre de chefs d'État, je pense qu'aujourd'hui, avec la situation que le pays connaît, la situation de l'Est, pour laquelle en tout cas le président Tshisekedi fait beaucoup d'efforts, il est absolument important d'avoir justement des Congolais qui peut-être n'ont pas de fonctions officielles, mais ont des accès à certains niveaux officiels à l'extérieur du pays où le jeu d'influence stratégique internationale peut faire que certaines décisions penchent en faveur de la RDC. Parce que quel est aujourd'hui l'intérêt de la RDC d'avoir des spécialistes en stratégie, en relations internationales, mais également qui connaissent le milieu des affaires? C'est parce que la RDC est un pays qui a un gros potentiel. Mais ce potentiel, il faut pouvoir maintenant le matérialiser. Nous disons depuis longtemps que nous sommes un pays extrêmement riche, mais quand on regarde aux résultats, nous sommes encore quand même très très loin de cela. En tout cas, la réalité ne correspond pas à notre potentiel. Ce qui fait que maintenant, il faudrait aujourd'hui qu'au niveau de la RDC, des Congolais qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience, qui ont un carnet d'adresses, qui savent quoi faire et comment le faire, qui savent à quelle porte aller toquer et qui peuvent aussi apporter leur expertise à nos autorités. On a besoin de tous ces gens-là, dans tous les domaines, que ce soit des spécialistes en économie, en politique internationale, en diplomatie, comme vous le dites. C'est ce type de conseillers dont a besoin le président de la République. Absolument.
Alors, qu'on regarde un tout petit peu ce que vous êtes, et moi j'ai vraiment des questions sur AVZ parce que cette société avec la cominière suscite beaucoup d'intérêt, étant donné que le lithium, c'est l'une de matières premières aujourd'hui la plus recherchée. Absolument. Et les grandes puissances, en quelque sorte, seront à nos pieds si on gère très bien cette mine de lithium de Manono. Tout à fait. Merci bien. Régie. Marié et père de plusieurs enfants, Marius Mushagalusa Mihigo Ngalamulume est né le 4 juin 1975 à Kananga. Optimiste, rigoureux et attaché aux valeurs morales, M. Marius Mushagalusa est un consultant international spécialisé dans les négociations, la diplomatie secrète et la facilitation d'affaires internationales avec 30 ans d'activité sur le continent africain. Un homme totalement auto-accompli qui a commencé par le négoce à l'âge de 15 ans pour ensuite finir par occuper des positions de premier plan dans diverses organisations en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Marius Mushagalusa a un parcours jalonné de succès et exceptionnel qui l'a conduit à devenir un conseiller stratégique respecté auprès de plusieurs leaders des puissances multinationales et un envoyé spécial de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. De 2020 à 2021, il a été expert au sein de la cellule politique défense et sécurité du Conseil présidentiel de veille stratégique, un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République démocratique du Congo. Depuis 2014 à ce jour, il offre ses services à Prince Stone en tant que CEO, une société basée à Port-Louis, en île Maurice, spécialisée dans les investissements internationaux, l'intelligence économique et la facilitation d'affaires internationales. Marius Mushagalusa assume depuis 2010 les fonctions de conseiller Afrique du directeur général du Centre français de recherche sur les renseignements en France. Il est également conseiller spécial au sein de Inc Group aux États-Unis depuis 2006, une société qui détient la majorité des actions des sociétés américaines. Consultant international depuis 1993 jusqu'à ce jour, il a été mandaté pour identifier, négocier et amener des potentiels investisseurs auprès des institutions de la République démocratique du Congo durant la transition politique de 2003 à 2006 dans les secteurs publics, notamment par la présidence de la République et plusieurs ministères. Dans les secteurs privés, il a été mandaté pour négocier la signature des contrats dans divers secteurs d'activité, à savoir les finances, les banques, le contrôle de la qualité et la quantité des marchandises, la construction des routes et des logements sociaux, la sécurité, les mines, etc. etc. Marius Mushagalusa Mihigo Ngalamulume est un intellectuel de haut niveau avec plusieurs diplômes d'études supérieures, notamment en management, des agences de renseignement et sécurité, en intelligence et sécurité économique, en gouvernance du renseignement et sécurité nationale, renseignement et contre-espionnage, obtenu au Centre français de recherche sur le renseignement en France. Il est aussi diplômé fin de cycle et relations internationales approfondies 3e cycle, spécialisation relations économiques, stratégie et diplomatie du Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris depuis 2006. Il a aussi été formé en programme de négociation à l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne en 2019 ainsi qu'à l'Université de Harvard en 2013. Qu'en est-il de l'affaire AVZ Cominière? Le climat des affaires est-il propice aux investissements en République démocratique du Congo? C'est à toutes ces questions que Marius Mushagalusa Mihigo Ngalamulume va essayer
de répondre face à Jean-Marie Kassamba. Je suis tenté de vous poser cette question parce que tous ceux qui ont suivi un peu ces images se posent la question, mais comment a-t-il fait pour rencontrer autant de chefs d'État et des puissants lorsqu'il n'est qu'en 1975, Congolais de surcroît? Vous faites comment? En fait, je pense d'abord c'est la grâce de Dieu, parce que depuis tout petit, j'avais l'habitude de dire à tous mes amis qu'à un certain moment, ils auront simplement à lire dans Paris Match ou dans Jeune Afrique pour avoir de mes nouvelles. Je prophétisais déjà sur moi-même quand j'étais encore tout jeune, 8 ans, 9 ans, 10 ans, que dans ma vie, je ne serais qu'à côté des grands de ce monde. Et certaines circonstances familiales ont fait que très tôt, paix à son âme, El Hadj Omar Bongo, le père, l'ancien président gabonais, voilà, tout à fait, m'avait récupéré à ses côtés. Dans le plus grand secret, il avait une cellule de diplomatie secrète dans laquelle il n'y avait que des étrangers, il n'y avait aucun Gabonais. Son principe était que quand un étranger va parler pour le Gabon quelque part, personne ne le saura. Et c'est à partir de lui que j'ai eu la chance de connaître d'autres grands de notre continent, le président Kadhafi et tant d'autres. En tout cas, c'est là le point de départ. Comment on fait pour approcher des chefs d'État, des hommes puissants, des ministres, etc. C'est quoi la méthode? En fait, je pense que ça dépend des circonstances. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment eu des circonstances d'amitié. C'est-à-dire, le président Bongo, ça a été d'abord une amitié par rapport à ma famille. Je viens d'une famille dans laquelle j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents polygames. Je suis chrétien, je suis monogame, mais dans notre culture bantou, la polygamie, des fois, a aussi ses avantages. J'ai des parents qui viennent de plusieurs provinces, de par mes grands-parents. Et ça a fait que, par exemple, mon oncle, le sénateur Edouard Mokolo Ampompo, ancien patron des services ici, sous Mobutu, est un homme de réseau, un homme de relations, et qui m'a toujours emmené avec lui partout. Mon grand-père, Kitima Bin Ramazani, paix à son âme, était un homme exceptionnel. Puissant à l'époque de Machin, secrétaire général du MPR. Et puis un homme extrêmement bien réputé et respecté. Alors, à partir des relations familiales, ça m'a permis de pouvoir justement avoir à un certain moment accès à 2 chefs d'État, mais également mon meilleur ami, Kojo Annan, quand son père est secrétaire général des Nations Unies et qu'il rencontre des problèmes... Fils de Kofi Annan. Tout à fait. Oui. Les problèmes qu'ils ont connus, tous les amis l'abandonnent, mais moi je reste. Je laisse tout ce que je suis en train de faire, j'abandonne mon travail et je vais rester avec lui pendant 6 mois. Et après, finalement, le papa obtient un second mandat de secrétaire général des Nations Unies. Alors vous imaginez, il me considère comme son fils. Partout où il va, nous l'accompagnons. Et le fait que vous êtes Congolais, vous êtes avec des Ghanéens. Là, par exemple, vous êtes avec Thabo Mbeki. Avec Thabo Mbeki et John Dramani Mahama, l'ancien président du Ghana. C'était à l'occasion d'un déjeuner que nous avions organisé avec le président Mahama pour féliciter le président Mbeki par rapport à son académie de leadership. Comment on se fait accueillir et respecter, intégrer dans le milieu des chefs d'État? Je pense que généralement, c'est que les chefs d'État regardent chez une personne, c'est d'abord ses capacités. Généralement, les chefs d'État ont besoin, parce qu'un président, sa mission n'est qu'une seule, c'est de prendre des décisions. Et pour qu'un chef d'État prenne des décisions, il doit pouvoir avoir autour de lui des personnes qui peuvent le conseiller, lui donner des pistes par rapport aux orientations que lui il donne au départ, faire des recherches pour lui, de manière à pouvoir encadrer ses Là, vous êtes décisions. avec qui? Là, c'est avec l'ancien président Issoufou du Niger, Du Niger, oui. son épouse, ainsi que le docteur Vanson, qui était ministre des Affaires étrangères du Botswana, et dont, à ce moment-là, j'étais le directeur de campagne de la SADC, parce qu'elle était candidate de la SADC pour remplacer Mme Zuma, et le président Zuma, d'ailleurs, était à ce moment-là le président de la campagne. Et j'ai essentiellement travaillé avec lui. Il a aussi été un de mes mentors, à partir duquel j'ai eu accès à une... Alors, vos atouts, c'est quoi? Vous parlez parfaitement anglais, vous avez une culture en géopolitique éclectique, et vous êtes aussi discret.
Oui, surtout ça. C'est très important. La discrétion est importante. Les chefs d'État aiment ça. En fait, je pense que le premier atout, a été un atout familial. Un atout familial qui m'a donné la possibilité, en fait, d'être polyvalent. Déjà tout petit, la petite sœur de mon père, Madame Fidélie Kumbodagi Chibichabene, nous avait... Je connais. Oui, tout à fait. Et grande femme d'affaires. Oui, depuis tout petit. Du Sud Kivu. Nous, déjà à l'âge de 8 ans, tout le monde dans la famille, sans aucune exception, on passait au moins 2 semaines dans les magasins de la famille à Bruxelles. Donc on nous apprenait déjà le commerce, elle nous parlait du commerce, des affaires, de comment ça se fait. À 12 ans, par exemple, je savais exactement comment est-ce que l'on organise une importation, par exemple. Là, c'est Chibichabene. Non, non, là, c'est avec... Pardon, ça c'est Madame Zouma, pardon. Non, non, c'est Madame Zouma au milieu. Non, non, au milieu, c'est Pascal Dabani qui ressemble... Ah oui, Pascal Dabani qui est la mère d'Ali Bongo. d'Ali Bongo, absolument. Et, voilà, oui, et qui a été également première dame du Gabon. Oui. Une dame l'une des épouses de Omar Bongo. Tout à fait. Une dame exceptionnelle, beaucoup d'expérience. Grande chanteuse. Grande chanteuse, mais beaucoup d'expérience politique. Oui. Parce qu'elle a énormément œuvré dans l'ombre à l'époque du président Bongo sur bien des dossiers africains. C'est de cette manière-là aussi que l'on apprend. Quand on côtoie des personnalités comme elle, qui vous expliquent comment est-ce que la diplomatie secrète se passe. Je la connais parce qu'à Paris, elle venait souvent. Elle a fait l'Olympia de Paris d'ailleurs. Oui, tout à fait. Où j'ai pu participer. Alors, j'ai parlé un peu ici parce qu'on a l'impression qu'au Congo, on n'a pas d'homme de votre carrure, d'homme de votre tempérament, avec une formation en géostratégie, une formation en espionnage, en contre-espionnage, une formation en économie, un réseau capable de faire du lobbying. Et c'est pour ça qu'on recourt très souvent aux étrangers et qu'ils nous donnent souvent les pions. Oui. Est-ce qu'on peut rattraper facilement ce retard? Alors, je vous vois ici avec le président Kabila. Oui, là avec le président Kabila, à l'époque, j'avais été envoyé par le président Laurent Gbagbo comme envoyé spécial. Et là, c'est Raymond Tchibanda derrière. Oui, à l'époque où le professeur Raymond Tchibanda était directeur de cabinet, nous étions venus inviter le président Kabila à venir à Abidjan pour un événement important. Il y avait une grande inauguration que le président Gbagbo faisait. Et le seul chef d'État à ce moment-là qu'il voulait avec lui à Yamoussoukro, c'était le président Kabila. Et vous avez facilité ça? Oui, en tout cas, ça a été des moments... C'est la première fois d'ailleurs que je rencontrais le président Kabila à ce moment-là. En 2007, quelques temps après son élection de 2007. Absolument. Alors, parlons-en maintenant de vous. Et surtout de cette affaire de la cominière d'AVZ et de cette mine très importante de lithium de Manono. De quoi il s'agit? Il faut nous placer dans le temps. Comment les Australiens sont entrés dans cette affaire, comment les Chinois sont entrés, à quel moment on a fait appel à vous, et pourquoi ça crée aujourd'hui des problèmes en termes de climat des affaires. Ok. Je dirais d'abord d'emblée de jeu, en termes de climat des affaires, je vais prendre votre question à l'envers. Oui. Je pense d'abord en termes de climat des affaires, ce qui se passe maintenant n'est pas très encourageant. N'est pas très encourageant. N'est pas très encourageant. Surtout pour nous. Surtout pour nous parce que le climat des affaires a obéi à certaines règles. Celle de faire en sorte que ceux qui viennent investir, on puisse les sécuriser, on puisse, pour donner le sentiment à d'autres qui viendront, que quand on va vers une destination, là-bas, nous aurons la sécurité juridique d'abord, nous aurons la sécurité des biens et des personnes, nous serons bien traités, la fiscalité sera attrayante. Il y a une série de choses, de conditions qu'il faut... Mais nous avons signé l'OADA, on est membre de l'OADA. Non. Avoir des bonnes lois, c'est une bonne chose. Mais l'OADA. Non, l'OADA, c'est-à-dire, quand je vois l'OADA, le fait d'adhérer à l'OADA, nous donne des obligations. Et ces obligations veulent justement que nous puissions respecter nos engagements vis-à-vis des investisseurs qui viennent. Parce que nous ne pouvons pas continuer à adhérer à des organisations internationales et faire comme si on est dedans, mais on peut faire ce que nous, on veut. Et quand je dis nous, c'est l'État. Et l'État, ce sont les personnes auxquelles l'on donne le mandat. Pour représenter l'État, pour engager l'État. Pour engager l'État. Parce que nous avons ici un chef de l'État qui, vraiment, j'ai eu la chance dans ma vie de marcher aux côtés de plusieurs chefs d'État. Et ma chance a été d'être étranger. Le fait que dans ces pays-là, je ne représentais aucun danger pour aucun camp autour des chefs d'État. J'étais l'étranger qu'il fallait toujours aller chercher pour pouvoir passer le message de certains camps auprès de leurs chefs.
Je n'avais aucune ambition ministérielle dans ces pays-là, je n'avais aucune ambition sénatoriale ou à la députation, ce qui fait que ça m'a permis vraiment de découvrir le pouvoir tel qu'il se gère. Et je peux vous assurer que le président Tshisekedi est un chef d'État qui, en très peu de temps, a réussi à montrer des capacités que d'autres chefs d'État mettent une dizaine d'années à pouvoir atteindre. Notamment, parlons-en un tout petit peu. Oui. Allez, parlons-en un tout petit peu de Félix Tshisekedi. Quel type de chef d'État est-il? Moi, je pense que c'est un chef d'État qui a conscience que le Congo a un gros potentiel, que le Congo a un rôle à jouer en Afrique et dans le monde, que le Congo, de par le potentiel qu'il a, peut aujourd'hui influencer même certaines décisions dans les rapports stratégiques et géostratégiques. Et surtout, c'est un chef d'État qui vient d'une doctrine socialiste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut absolument sortir le Congo de la misère. On voit le président sur tous les fronts diplomatiques par rapport à la situation de l'Est. C'est quelque chose, on peut sentir combien ça lui tient à cœur, parce que chaque jour, déjà, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme qui prie énormément. Ses prières sont orientées essentiellement sur cette question de l'Est, mais également, il n'oublie pas qu'il faut pouvoir, dans la partie où l'État a encore la possibilité de pouvoir rendre le pays attrayant, l'on sent qu'il a cette volonté de sortir la population congolaise de la misère. Ceci dit, est-ce qu'il est aidé dans ce qu'il fait? Parce que là, on renvoie à la question des collaborateurs, à la question de membres du gouvernement, à la question de ceux qui sont censés l'accompagner dans ces dynamiques-là. Est-ce que, je ne vous demande pas de juger les gens, je demande d'apprécier la situation telle qu'elle se présente. Parce que vous avez dit tout à l'heure, de la manière dont les gens se comportent quelquefois avec les investisseurs, ça dessert plus la RDC que ce qu'on veut bien faire de nos matières premières. Oui. En fait, ici, d'abord, il y a une chose qui est là, c'est que, étant donné que le président Tshisekedi, d'abord, de par sa nature, c'est un homme charismatique. Quand vous voyez, par exemple, récemment, la conférence de presse avec le président Macron, quand vous l'entendez parler, la manière, sa diction, sa façon de parler, sa façon de se tenir, le charisme qu'il reflète, bon, il est le fils de son père quand même, tout ça fait que, avec les actions que le chef mène lui-même, le fait qu'il est vraiment sur tous les fronts, donne l'impression qu'il n'a absolument personne à côté de lui. Il a des conseillers, il a des gens à côté de lui qui, je ne doute pas, sont de bons conseils, sont des gens en tout cas compétents, mais la taille du Congo, les défis du Congo nécessitent d'avoir un peu plus de gens qui peuvent l'épauler. Parce que ici, il ne faut pas que le président se retrouve dans la même difficulté que Moïse avait eu à l'époque dans la Bible, où il faisait tout et il n'y avait personne pour l'épauler. Mais c'est l'impression que beaucoup ont aujourd'hui. Cette impression, je pense aussi d'abord, en premier lieu, elle est due au fait que le charisme du président Tshisekedi est tellement fort. C'est-à-dire sa capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir aujourd'hui emmener le débat du Congo au cœur des nations, fait que quelque part, on a l'impression qu'autour de lui, il n'y a personne, il n'y a que lui-même. Alors, parlons-en des Cominières et de l'AVZ, parce que je me suis un peu documenté d'ailleurs. Je vais, avant que vous continuiez, demander à la régie qu'on nous montre comment la presse internationale est en train de parler de cette situation de la Cominière. Ici, c'est quel média ici? Ça, je pense que c'est le média australien. Australien. Oui, Australian Financial Review. Oui. Vous êtes passé sur France 24. Oui. On a encore parlé de l'intelligence économique, de la géopolitique internationale, notamment dans le secteur de mines. Oui. Il y a nos confrères de RFI, il y a Afrique Intelligentsia qui parlent. Vous nous retracer un tout petit peu l'historique de cette mine, de lithium de Manono. Qui est actionnaire? l'AVZ a fait quoi exactement? Et pourquoi aujourd'hui ça coince? Alors, au départ, donc, la Cominière, qui est une société d'État, a ses permis de recherche en main et a besoin d'avoir un certain nombre de partenaires. Oui. Je pense qu'il commence d'abord avec MMCS, qui vient et qui n'est pas capable de produire la moindre étude, qui n'est pas capable de faire un certain nombre de paiements par rapport à tout ce qu'il y a comme une obligation dans le secteur minier. Ensuite, je pense, ensuite la Cominière se met en relation avec la société d'Atomir. Au départ, donc en 2016, la Cominière
quand ils mettent en place la Datcom, donc, qui signifie Datomir et Cominière, quand ils mettent leur JV en place, la première JV, la Cominière au départ, elle a 70% et Datomir à 30%. Ensuite, par la suite, ils évoluent dans leur relation par rapport à l'apport de chacun. Je pense eux décident que finalement ils vont switcher pour que Datcom puisse avoir 70% et la Cominière 30%. Alors quand Datomir donc contacte les Australiens, quand AVZ vient en 2017 entrer dans le partenariat, AVZ rachète 60% des parts de Datomir. Donc Datomir reste avec 10%. La Cominière à ce moment-là a toujours 30%. Immédiatement, AVZ dans le partenariat remplit ses obligations, apporte les financements nécessaires pour pouvoir produire une étude de faisabilité à travers laquelle il a été possible de pouvoir plus ou moins quantifier les réserves et la valeur réelle de la mine. Parce que c'est la mine, c'est la plus grande mine de lithium au monde. C'est celle qui a... De Manono. De Manono, celle de Manono. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que généralement, beaucoup de sociétés minières peinent à pouvoir, en tout cas, produire des études de faisabilité en très peu de temps. Ça prend 5 ans, 6 ans, 7 ans. Après, vous devez généralement retourner auprès du cadastre minier, pas seulement ici en RDC, même au Mali, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains. Cela arrive souvent, où après, il faut quand même demander des rallonges sur le délai. Mais AVZ, 3 ans après, est en mesure de pouvoir produire l'étude de faisabilité. Donc là, nous parlons d'avril 2020. La présente à Cominière, donc en août 2020. Cominière ne réagit pas, ne dit rien. Finalement, en mai 2021, AVZ dépose au cadastre minier. Et c'est comme ça que le processus est lancé pour pouvoir maintenant transformer les recherches, pour pouvoir passer toutes les différentes étapes. Mais bon, là, comme nous ne sommes pas dans un cours... J'aimerais bien. Oui. Il faut qu'on abrège. Oui. Les 30% restants à l'État congolais. Oui. Cominière donc. Qu'est-ce qu'on a fait? Les 70% c'était pour les investisseurs. Oui. Nous sommes restés avec 30%. Qu'est-ce qu'on fait de ces 30%? Non, ces 30%-là, mais il faudra quand même qu'on revienne encore sur le petit historique, mais sur cette question d'abord. Oui. Les 30% de Cominière, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, Cominière cède 5% à Datomir et AVZ est d'accord avec ça. Oui. À un autre moment, donc, Cominière, et là il reste 25%. Oui. À un autre moment, Cominière décide de céder 15% de vente, donc de céder 15% à Zijin. Les Chinois. Les Chinois. Et là, AVZ n'est pas d'accord et on va y revenir tout de suite. Oui. Ensuite, MMCS revient à la charge, emmène Cominière dans un arbitrage où finalement Cominière cède 5% à MMCS et finalement pour garder que 5%. Alors, ce qui est d'abord un peu gênant ici, c'est le fait que dans n'importe quel... les droits des affaires répondent à certaines règles dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Congo. Partout où, quand vous êtes dans une JV, les JV, c'est une joint venture. Une joint venture. Oui. Entre actionnaires, il y a une obligation telle que si vous voulez céder vos actions, vous voulez les vendre, vous proposez d'abord aux autres actionnaires, vous leur dites, écoutez... Ceux qui sont avec vous. Ceux qui sont avec vous. Voilà. 1, moi je voudrais vendre. Si vous avez déjà quelqu'un qui veut acheter, vous dites 2, j'ai quelqu'un qui veut acheter, et 3, voici le prix qu'il propose. Est-ce que la Cominière a fait la même chose? Et cela doit être écrit, et la Cominière ne l'a jamais fait vis-à-vis d'AVZ. Ni pour les 15% qui ont été vendus à Zijin, ni pour les 5% qui ont été cédés à MMCS. Question. Quand l'État congolais via la Cominière vend les 15%, oui. Ça a été vendu à combien? Et qui a profité de cet argent? Bon, d'abord, ça a été vendu, d'après les informations que nous tous nous avons à travers les différents canaux, les sources ouvertes, c'est 33 millions à peu près. 33 millions. 33 millions de dollars pour les 15%. Mais bon, quand vous voyez le rapport de l'IGF, vous pouvez quand même constater que la marge entre
ce qui aurait dû être le prix réel à ce moment-là et les 33 millions, l'État congolais a énormément perdu. Est-ce que les 33 millions oui. étaient la valeur après les études des Australiens ou c'est avant? Non, les 33 millions, en fait, quand Cominière vend, l'étude est déjà produite, elle est déjà présentée. Donc on connaissait la valeur. Est-ce qu'on a vendu au bon prix? À un très mauvais prix, un très mauvais. Ça, donc l'État congolais a perdu en vendant ces 15% à 33 millions de dollars. L'État a énormément perdu. Alors là, énormément. Énormément. Quel est le ministère qui a vendu? Bon, ici, c'est le ministère du portefeuille qui a donné le feu vert à la Cominière. Ministère du portefeuille. Oui, de pouvoir vendre. Et pourquoi pas le ministère de Mines? Bon, en tout cas, qui a l'expertise en la matière. En tout cas, à ce que je sache, le ministère des Mines n'a jamais été associé à cette vente. C'est une vente qui est totalement irrégulière. Et alors, comment on peut vendre des avoirs d'un pays dans le secteur minier et n'est pas associé le ministère de Mines? Bon, moi en tout cas, à titre personnel. Oui, mais ça c'est une question de principe. Là c'est moi qui parle, même pas AVZ, ça c'est mon commentaire par rapport en tout cas à moi, en tant qu'analyste également politique. Eh bien, moi je pense qu'il y a vraiment un souci de coordination. Ici, il aurait fallu, quand l'information est sortie, que le Premier ministre convoque la ministre du portefeuille pour pouvoir poser la question de savoir, mais comment se fait-il qu'il y a des présomptions que l'on peut vendre à beaucoup plus que ça, et ce n'est pas ce qui a été fait. Et comment se fait-il également qu'il y a des irrégularités, parce que ça a été une vente irrégulière dès le départ, de par la manière dont la Cominière s'y est pris. Parce qu'il aurait fallu d'abord informer les autres membres de la JV, deuxièmement, et puis informer par écrit, donc AVZ, absolument. Non AVZ. Et laisser à AVZ et à Datomir le premier droit d'achat. Ça n'a pas été fait. Le droit de préemption n'a pas été respecté. Deuxièmement, il aurait fallu s'informer, est-ce que l'offre que nous avons sur la table, vous avez une offre meilleure par rapport à celle-là? En plus de cela également. Est-ce qu'AVZ, et vous allez continuer après, est-ce qu'AVZ avait la possibilité d'acheter plus cher ces 15% qui est 33 millions de dollars? En tout cas, l'offre d'AVZ, quand nous allons avoir l'occasion de revoir le chef de l'État, la soumettre à la haute autorité du pays. Et je vous assure, l'offre, ça n'a rien à voir avec ces 33 millions. Ces 33 millions, ce sont des cacahuètes comparées à l'offre réelle d'AVZ. Et d'après mes informations, il semblerait, et je mets ça en conditionnel, que même les enquêtes de l'IGF, même beaucoup de presse spécialisée, disent que cet argent, les 33 millions, au Trésor, on n'en voit plus la trace. Alors, moi, je n'ai pas accès au livre de la Cominière. On a rémunéré les cabinets d'avocats qui ont facilité tout ceci. On a rémunéré même les fonctionnaires. On a rémunéré même les gens qui travaillent à la société Cominière, etc. Donc, il n'en reste pas grand-chose au Trésor sur les 33 millions. Là-dessus, à ce moment-là, si sur les 33 millions, la Cominière n'a pas été capable de faire le moindre investissement, d'améliorer les conditions de travail de ses agents, de faire des choses qui puissent faire que l'on sente que la société a un boost. Parce que quand on vend, c'est pour booster la société. C'est ça le principe économique partout. Si tel n'a pas été le cas, là, vous êtes déjà en train vous-même de répondre à la question à qui a profité cet argent. Parce que quand vous êtes assis dans un conseil d'administration, vous ne produisez rien, vous ne changez rien, mais que vous êtes payé par rapport à une vente que vous avez faite, et je dis encore irrégulière, à ce moment-là, c'est que c'est vous-même qui en êtes les bénéficiaires, et pas ni l'État, ni vos agents. Alors, les enquêtes de l'IGF par rapport au ministère du portefeuille, pourquoi le procureur, par exemple, ne s'en préoccupe pas? Parce que je sais qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours pour faire de la lumière un peu de ces affaires. Bon, là-dessus, il faut quand même dire que nous, au niveau d'AVZ, on a été très prudents, on n'a pratiquement pas communiqué. Nous avions appris, comme tout le monde, qu'à un certain moment, le directeur technique qui fait en ce moment l'intérim de directeur général, mais nous ne savons pas... Au niveau de Cominière. Au niveau de Cominière, ainsi que le directeur général avait été interpellé. Le directeur technique, je pense, avait été relâché pour raison médicale au bout de 48 heures.
Le directeur général, lui, par contre, était allé à Makala. Je ne sais pas s'il y est toujours. Mais la seule chose, simplement, ici, qui est un peu gênante, également, c'est le fait de... On ne sait pas par quel mécanisme le directeur technique de la Cominière est devenu directeur général intérimaire, parce que, ici, ne serait-ce que par rapport aux actes qu'il pose au nom de la Cominière, dans le cadre du partenariat au sein de Datcom, il aurait quand même fallu que nous soyons informés, que nous soyons notifiés que, bon, voilà, dans cette entreprise d'État, le directeur technique, désormais, c'est lui qui fait l'intérim de directeur général, c'est lui qui va poser tous les actes qui ont engagé la société, et donc l'État. Parce que, attention, c'est une société commerciale, certes, mais dont l'actionnaire principal et l'État. Et l'État. Alors, principal, pardon. En quoi et donc, en cas de difficulté, oui, c'est la responsabilité de l'État qui sera engagée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, en quoi AVZ aujourd'hui pénalisé dans ses droits vis-à-vis de la Cominière? En fait, là où AVZ est pénalisé d'abord, c'est sur le principe de collaboration. Le principe de collaboration. Nous sommes ensemble dans un partenariat. Vous posez des actes sans nous. Et quand on vient vous poser la question, l'on mène un certain nombre d'actions pour rentrer dans nos droits. Nous sommes accusés maintenant par un certain nombre de gens, comme quoi AVZ, ils sont impolis, ils ne sont pas gentils, ils font un abus de majorité parce que, bon, voilà. Non, ce n'est pas ça. Les affaires se font de manière froide et responsable. Quand on se met d'accord sur une affaire, quand on veut en changer les conditions, on s'assied, on négocie, et c'est sur papier. On fait un nouveau contrat, les gens, chacun accepte les termes ou les rejette, on négocie, et quand on se met d'accord, on avance. Mais ici, AVZ d'abord, se retrouve dans une situation telle que, à cause de l'obligation de réserve, de par le fait que les Australiens ne sont pas congolais, ils ne sont pas dans leur pays, ils ne peuvent pas venir dans un pays qui a connu la colonisation, s'imposer avec un comportement, ou dicter une loi quelconque, ou avoir un comportement qui donnerait l'impression que, bon, voilà, on vient avec une condescendance, on vient s'imposer. Non, il n'y a pas eu ça dans le chef d'AVZ. En tout cas, AVZ est resté silencieux, AVZ est resté sous la réserve, parce que AVZ ne comptait que sur une seule chose, le chef de l'État. Allez, justement, parce que là, je pense que le chef d'État nous suit, ses services nous suivent. Vous l'avez dit tout à l'heure, il est très préoccupé par le devenir le bien-être du Congo et des Congolais. Effectivement. Et des Congolaises. Au moment où on parle du contrat chinois, oui, au moment où il a inauguré, pas plus que hier, oui, Senaref, oui, au moment où le Congo a besoin, plus que besoin, des moyens financiers conséquents. Oui. Comment on peut se passer d'un partenaire qui a fait des études qui ont valorisé ces lithiums absolument indispensables? Absolument. 2. Comment on peut vendre à moindre coût 15% des actifs de la RDC? Oui. C'est un bradage. Ce n'est même pas vendre à moindre coût. Et tout ceci se passe entre 2019 et 2023. Alors, ici, pour revenir, moi je vais vraiment revenir sur AVZ. Oui. Et retomber pourquoi nous comptons sur le chef de l'État. Oui. D'abord, pourquoi nous comptons sur le chef de l'État? C'est parce que AVZ est convaincu que le président Tshisekedi, de par son éducation, sa formation, le fait d'avoir vécu à l'étranger, ayant une bonne connaissance du monde, parce que j'ai eu l'occasion, quand je l'ai servi pendant un court moment, de le voir en action, en Occident, en Afrique, partout. Il a une forte culture internationale. AVZ a compris que voici un président. Voilà, là vous êtes avec lui là. Là nous sommes avec le président Tshisekedi et l'ancien président du Ghana, John Mahama. Oui. Oui. Alors, le président Tshisekedi a la volonté d'attirer les investisseurs étrangers. Il a cette volonté de pouvoir faire en sorte que les investissements étrangers directs puissent entrer en RDC. Et il a déjà posé les bases. Pour lui, vous venez dans mon pays, il faut que ce soit win-win. Win-win, oui. Gagnant-gagnant. Oui. Il a déjà posé les bases, il a déjà établi la manière dont il faut marcher, et AVZ s'est conformé à ça. C'est-à-dire qu'ici,
Nous avons un président qui veut absolument développer le pays. Alors, quand vous avez maintenant un président qui a cette volonté, mais automatiquement, les investisseurs, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils se disent? Allons-y. Nous avons la possibilité de travailler. Le président est en train d'insister pour qu'il n'y ait plus de tracasseries, que le climat des affaires puisse en tout cas être assaini. D'ailleurs, même, je pense qu'il doit y avoir une agence qui s'en occupe au niveau de la présidence. Nous avons également d'ailleurs même l'ANAPI qui fait un certain nombre de choses des investissements et qui fait vraiment la promotion des investissements. En fait, le pays, par le discours du chef de l'État, le pays a donné le sentiment que tout le monde pouvait venir. Parce qu'à un certain moment, on avait l'impression... Pourquoi ça coince? Pourquoi il y a ce type de couacs, notamment sur cette affaire d'AVZ? Parce que si c'était des investisseurs fantômes, qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient pas la volonté, on aurait dit ce sont des kamikazes, des mercenaires, etc. Et il y avait un Congolais comme vous qui a des relations, on va dire, quand même assez pointues, pour ne pas dire proches avec le président. Pourquoi ça coince? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi le président n'a pas donné un PEPS pour que cette affaire soit résolue et que ces investisseurs soient rassurés? Non, le président avait commencé à résoudre le problème. Oui, qu'est-ce qu'il a proposé, le président? Non, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que début juin 2022, le 13 juin exactement, j'emmène le CEO d'AVZ ainsi que l'avocat d'AVZ, Maître Christian Lukusa. Un Congolais. Un Congolais, oui. Un très grand avocat, brillant. Oui. D'ailleurs même, ainsi que mon assistant, donc mon fils Franck était également avec nous. Nous rencontrons le chef de l'État. Nous lui présentons AVZ. Le chef est surpris parce qu'il les cherchait depuis un certain temps. Okay. Et d'emblée, vous savez, le président Tshisekedi, c'est que j'aime avec lui, c'est un homme qui va droit au but. D'emblée, il leur explique son mécontentement, de par les rapports qu'il a reçus. Il explique son mécontentement, il dit, vous êtes là, on n'avance pas, il faut quand même que l'on puisse avancer. Finalement, qu'est-ce que vous attendez pour travailler? Donc AVZ produit ses moyens de défense, explique au président que non, pour que nous puissions avancer, il faut simplement que nous soyons notifiés. Parce que depuis le 25 avril, nous avons... 2022. Oui, nous avons, la ministre des Mines nous a notifié la transformation de la partie sud de la mine de permis de recherche à permis d'exploitation. 5 jours après maximum, il aurait fallu que le directeur général du cadastre minier notifie la décision, que l'on fasse le calcul pour le paiement de la surface et autres. Et à ce moment-là, maintenant également, obtenir tous les différents permis et faire venir le matériel, les investissements. AVZ, à ce moment-là... Et ils n'étaient pas pour faire tout ça? Non, AVZ, à ce moment-là, on annonce même au président que les 500 millions de dollars qu'il faudrait pour pouvoir développer ce projet... 500 millions de dollars. 500 millions, on les a de disponibles. Parce que bon, en tout, c'est 800 millions en réalité qui sont déjà disponibles. Qui sont pratiquement presque le double de ce qu'il aurait fallu mettre. Donc le président nous invite et nous demande de revenir encore le voir, mais à ce moment-là, dans une réunion beaucoup plus large avec toutes ses équipes. Donc le 29 juin 2022, le chef de l'État nous reçoit au Palais de la Nation. Une fois de plus, c'est moi qui représente M. Nigel Ferguson, absent, le CEO d'AVZ. Oui. Toujours accompagné ensemble, notre duo avec Maître Christian Lukusa, que je salue au passage. Et du côté de l'État, donc, nous avons la ministre du portefeuille, le vice-ministre des Mines, parce qu'à ce moment-là, la ministre des Mines est en voyage, celui qui était à ce moment-là conseiller spécial en matière d'investissement auprès du chef de l'État, M. Jean-Claude Kabongo. Il y a également le directeur général du cadastre minier, le directeur général de ce moment-là, bon, qui l'est toujours parce qu'il n'a pas encore été remplacé par une ordonnance présidentielle, donc M. Athanase Mwamba qui est présent, le directeur technique de la communière, M. Célestin Kipei, ainsi que donc, tous les protagonistes étaient là. Le conseiller juridique et le conseiller juridique de la ministre des Mines. Mais à cette réunion-là, Datomir, je me rappelle, oui, Datomir était représenté, si je ne me trompe pas, par l'avocat de leur CEO. Et donc, toutes les parties étaient présentes. Les parties membres de Datcom, c'est-à-dire AVZ, Cominière et Datomir. Zinjin n'était pas là. Les Chinois. Alors, les Chinois. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au cours de cette réunion, donc je ne vais pas revenir sur les détails, mais est-il que, en bon père de famille, oui,
en bon père de famille. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce que ce jour-là, j'ai découvert également le président sous une autre dimension. Le président fait la synthèse de tout ce qui a été dit par les partis. Il confie une mission à la ministre du Portefeuille en lui demandant que les mêmes personnes qui étaient là, donc les mêmes partis qui étaient là, de pouvoir, avec sa collègue, la ministre des Mines, organiser une commission qui sera chargée d'étudier le cas d'Atcom, mais l'orientation, si j'ai bonne mémoire, je pourrais me tromper, hein, mais si j'ai bonne mémoire, l'orientation du chef de l'État est de dire que allez arranger tous les problèmes qu'il y a là-bas. Les problèmes, en fait, à ce moment-là, c'est quoi? C'est que nous, on vient quand même, on explique aussi au chef que ils ont mal vendu, c'est à nous. Les fameux 33 millions. Voilà, qu'il aurait fallu que les actions qui sont allées chez Indien devaient venir chez nous. On apprend maintenant qu'il y a 5% qui vont chez MMCS peut-être bientôt. Et bon, on est au courant de rien. Entre-temps, également, Datomir, qui aussi n'est pas content par rapport à la manière dont une opération que nous avions faite avec eux, ils nous avaient vendu des actions à ce moment-là à 21 millions, mais à un moment où le contexte n'était pas le même comme au moment où Zinedine qui a acheté. Voilà. Oui. Donc, qui eux avaient reçu... Est-ce que la ministre du portefeuille a obtempéré aux injonctions du président? C'est là que ça va devenir intéressant. C'est que moi, je voudrais quand même ici, parce que j'entends ça et là dire que, étant donné que AVZ avait... Parce que quand nous passons l'opération avec Datomir pour les autres 15%, qui en fait sont 10% plus 5% qui leur avaient été cédés par Absolument, on suit. Et où nous étions d'accord, oui. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le contexte était différent. Et ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. C'est que j'entends partout les communicateurs proches du portefeuille oui. Dire, oui, voilà, AVZ, les 15% de Datomir, c'était 21 millions. Nous, on a vendu à 33 millions. Oui. Donc, on a fait 12 millions de plus. Tout ce que M. Alinguetti raconte, c'est du bobard. Non, c'est faux. Moi, je pense que M. Alinguetti, c'est quelqu'un, chaque année, il faudrait lui donner une médaille d'honneur. Alinguetti. C'est un homme exceptionnel. J'ai lu son rapport de la première à la dernière page et je pense que c'est un homme qu'il faut féliciter. On ne peut pas... Et Félix Tshisekedi a la chance d'avoir... Moi, en tant que Congolais, en tout cas, je suis fier quand je suis à l'étranger de parler de M. Alinguetti parce que... Et il est respecté, Alinguetti. C'est un homme qui est respecté. Le travail qu'il fait permet aujourd'hui de montrer qu'en RDC, les gens ne peuvent plus blaguer avec les finances publiques. C'est-à-dire, nous tous, en tant que Congolais, maintenant, on sait que, ceux qui, au Sali Moboulou, Alinguetti a Okanayo. Donc, pourtant, c'est même pas lui qui arrête. C'est même pas lui qui arrête. Mais bon, il a quand même rôle d'OPJ, mais il oriente vers le parquet. La qualité de son travail donne aujourd'hui le sentiment qu'effectivement, la volonté que le président Tshisekedi a manifestée de combattre la corruption et la gabegie financière. Vous savez que nous sommes en direct et les gens nous suivent de partout. Oui. Il y a Marcel Nimbali qui est à Paris. Il dit sur le plan des affaires, du climat des affaires, comment cette affaire de AVZ et Cominière peut gêner nos investisseurs? Cela peut gêner parce que ça donnerait le sentiment qu'un investisseur peut venir, il peut mettre de l'argent, il n'enfreint aucune règle, parce que AVZ, ça, si vous voulez, on va encore revenir sur la suite. Oui, mais répondez-lui directement. Est-ce que ça va dissuader les autres investisseurs et ça va nuire à l'image de marque de notre pays? Ça va mettre un coup de frein à ceux qui sont... Dissuader les autres investisseurs, je ne pense pas. Mais nuire à l'image, certainement, à cause du fait que la mine de Manono, aujourd'hui, est la mine la plus célèbre, importante. Non, la plus célèbre au monde, celle dont tout le monde parle. Parce que le lithium, toutes les grandes agences d'énergie au monde, notamment l'agence européenne, affirment que d'ici 15-20 ans, la demande va être multipliée par 42. Le prix est de combien? Le prix aujourd'hui, la tonne est aux alentours de 80 000 $. 80 000 $ la tonne. Quelle est la capacité de cette mine? Le potentiel? Donc, si on prend... D'après les études... D'après les études, quand on va simplement sur les réserves prouvées... Voilà les réserves prouvées minimales sont déjà au-delà de 100 millions de tonnes. Au-delà. 100 millions de tonnes multipliées par 4. Non, au-delà. Et quand on prend simplement un calcul simple à partir de 100 millions de tonnes... Oui. Vous voyez déjà... 80 000 $. Oui. Autant de milliards de dollars. Rien que pour une seule mine. Potentiellement. Parce que pour... mais bien évidemment. Pour sortir aussi 100 millions de tonnes... Deuxième question. Christopher Ngapi, à Cotonou au Bénin. Il dit pourquoi le président Tshisekedi ne peut pas sanctionner la responsable du ministère du portefeuille et régler cette
cette affaire pour l'intérêt général du Congo? Bon, là-dessus, moi, je ne peux pas répondre à la place du chef de l'État ni à la place de son cabinet parce que je ne suis pas Tina Salama, je ne suis pas Guilain Nyembo, je ne suis pas le président lui-même. Non, mais c'est le téléspectateur qui veut savoir. Mais est-il que pour que... Comme le président nous suit... Oui. Non, mais pour que les téléspectateurs comprennent... Cette question lui parvient directement. Oui, mais pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. Donc, quand nous quittons le chef de l'État et que nous partons au ministère du portefeuille, toutes les parties qui étaient présentes reviennent au portefeuille. La consigne d'aller organiser des réunions pour régler tout ceci, donné par le président en fait, public. Nous devions partir là-bas. Et ensuite, la ministre du portefeuille devait revenir vers le chef de l'État, je pense, avec un rapport pour dire, OK, président, nous avons réglé les problèmes entre les différents, les problèmes entre les différents actionnaires. Parce que pour le président, c'était... Vous ne pouvez pas entamer une exploitation si déjà entre vous, actionnaires, vous ne vous entendez pas. Et en fait, en réalité, il n'y avait pas vraiment de mésentente, mais la manière dont certaines personnes, au cours de la réunion, comme par exemple le directeur technique de la Cominière, qui lui, je ne sais pas pour quelle raison, il a une haine personnelle féroce contre AVZ. Bah, écoutez, il n'est là que pour gérer la société de l'État. Bah, mais c'est à lui qu'il faudrait poser la question, parce que moi, personnellement, j'ai été étonné. Pourquoi avoir la haine contre j'ai été étonné qu'au cours d'une réunion sur le conseil spécial en matière de sécurité du président en septembre, les propos que le directeur technique de la Communière tenait contre AVZ sous un ton blagueur, alors que dans une réunion comme celle-là, on ne peut pas venir avec un ton comme celui-là, les mêmes propos, un journaliste proche toujours des communicateurs de la ministre du portefeuille, proche du directeur technique de la Communière, reprend les mêmes propos en me présentant moi et AVZ comme étant des gens mafieux qui auraient soi-disant, comme aurait donné de l'argent à venir corrompre des gens en RDC. Une histoire de fou, une histoire à ne rien comprendre. Mais pourtant, il y a une enquête qui a été faite sur le plan international par votre crédibilité qui n'allait rien de tel. Parce que quelqu'un qui verse dans la corruption, qui ne peut pas fréquenter autant de chefs d'État, et surtout travailler avec des sociétés américaines. Veracity, en tout cas, tout le monde le sait dans le monde entier, en matière de due diligence, c'est la meilleure société au monde. Quand eux font un rapport sur une société ou une personne physique ou morale, c'est un rapport que vous pouvez en tout cas considérer comme étant un rapport complet. Ils ont fait une due diligence sur moi. Ils ont vérifié mes activités ces 22 dernières années avec les compagnies américaines. J'ai sillonné 26 pays africains dans lesquels j'ai réussi à faciliter, à obtenir des affaires pour plusieurs compagnies américaines. J'ai obtenu, pour certaines compagnies qui avaient été chassées par des pouvoirs qui ont remplacé d'autres, et qui ne voulaient pas respecter le principe de continuité de l'État, à faire non seulement remettre en place les contrats, mais même des fois même obtenir encore plus que ceux qui étaient là auparavant, parce que les nouveaux régimes qui arrivaient avaient besoin de résultats rapides. C'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches, ils ont fait une due diligence qui a indiqué que jamais, à aucun moment, dans mon parcours professionnel, je n'ai été cité, ni même soupçonné dans des affaires de corruption. Alors donc je pense que c'est une parenthèse qu'on peut clore. Ah oui, absolument, on a balayé du revers de la main. Maintenant que l'affaire est... Non, donc revenons en fait au cheminement. À la fameuse réunion qui devait être faite pour aplanir... Nous partons au ministère du portefeuille pendant 3 jours début juillet. En tout cas, ça ne se passe pas très très bien. C'est après que ça se passe, ça devient pire. À la fin, au mois de novembre, ça ne se passe pas très bien parce que d'emblée, au lieu de pouvoir faire asseoir les partis, de laisser chacun s'exprimer pour dire ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il attend du partenariat, là où il est d'accord et là où il n'est pas d'accord. Au lieu de faire cela, l'orientation de départ de la ministre du portefeuille est de dire que AVZ abuse de sa majorité, on doit réduire sa participation ou alors on doit le dégager. Et à ce moment-là, vous imaginez... Tout est comme ça. Non, c'est cette orientation qu'elle prend dès le départ. Parce que ce qui est vraiment désolant, et moi je le dis maintenant en tant que Congolais, je ne le dis même pas en tant que AVZ. J'ai servi d'autres chefs d'État. J'ai servi des chefs de gouvernement également. Je n'ai pas été que conseiller dans le cadre de la diplomatie secrète auprès de 8 chefs d'État en dehors du Congo, mais je l'ai également été auprès de 6 premiers ministres, chefs de gouvernement en dehors du Congo. Donc, de par mon expérience du pouvoir, quand vous avez une instruction, vous devez rester dans cette instruction. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle prend cette orientation-là. Finalement, bon,
on finit quand même chacun, parce qu'il y a quand même des gens qui jouent un peu à l'équilibre et qu'on sort et tout ça. Finalement, chacun dit ce qu'il a à dire. Donc, la Cominière dit ce qu'elle a à dire, Datomir dit ce qu'ils ont à dire, et AVZ dit ce qu'il a à dire. Notamment, AVZ parle de ses propositions. Notamment de dire que nous avons les fonds qui sont disponibles, donc nous avons les capacités techniques et financières de pouvoir mener le projet à bien. Nous expliquons tout ce que nous pouvons faire, les infrastructures qui devront être construites, qu'on doit faire autour, une partie de la route qu'il faut pouvoir refaire, une partie du rail, le problème d'énergie qu'il faut pouvoir régler. Donc, nous mettons sur la table notre proposition. Nous disons ce que nous sommes capables de faire, ce que nous voulons faire. Est-ce que la ministre est réceptive par rapport à ça? Nous disons tout ça. Oui. Nous établissons un PV qui est signé par toutes les parties. Au début, le PV a des difficultés à être signé parce que nous, on refuse de le signer parce que la partie étatique refuse d'ajouter ce que nous disons dans notre déclaration, que nous ne sommes pas contents du climat menaçant et du ton menaçant qu'il y avait vis-à-vis de nous de la part d'un certain nombre de gens qui étaient dans ces réunions. À ce stade, ce n'est pas important de citer leur nom, oui. Parce qu'on n'est pas ici pour faire un procès d'intention. C'est juste pour comprendre le cheminement. On est clair, on donne de la lumière. Donc, ce qui se passe, c'est que, entre-temps quand même, moi je rencontre la ministre du portefeuille à 8 reprises. Je vais souvent à son cabinet, je discute avec elle, je vais au cabinet de la ministre des Mines, nous discutons, je continue à parler et à faire le lobbying pour le projet d'AVZ. Moi je joue le jeu, je me dis en tant que Congolais, sachant ce que c'est qu'être ministre, même si je ne l'ai jamais été, mais pour avoir été aux côtés, pas seulement des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, mais également aux côtés de ministres. J'ai servi également un certain nombre de ministres, dont dans ce pays. Parce que pendant la transition de 2003 à 2006, en dehors d'avoir été consultant auprès de mon oncle Père Sonam Zaïdi Ngoma, j'ai quand même été également consultant auprès de Roger Lumbala au commerce extérieur, auprès de Nyamousi à la coopération régionale, à ce moment-là, la coopération régionale, auprès de mon oncle Père Sonam Raymond, qui était aux affaires étrangères, Ramazani Baya, auprès de John Tibasima, qui était à l'urbanisme habitat, auprès de Moulungula, au ministère de l'Environnement comme ministre et au ministère des Transports comme vice-ministre. Donc les ministères... Ça veut dire vraiment les ministères... Connaissez. On connaît. Oui. Alors, le comportement de la ministre n'est pas... C'est-à-dire que on vous donne une instruction, faites ça, vous devez faire. Bon, après, bref, moi je fais le lobbying, j'essaie d'expliquer, voilà, AVZ, on va faire ci, on va faire ça, pour la rassurer que madame, nous on est prêts à travailler, on n'a aucun problème avec la Cominière, même si peut-être des fois le ton entre le directeur technique de la Cominière et nous peut monter parce que lui, il a la prétention que l'étude de faisabilité d'AVZ ne vaut rien et que donc il faut challenger cette étude de faisabilité. Je ne sais pas comment il fait seul pour lire autant de pages. Je ne sais pas comment il fait seul pour remettre en question une étude de faisabilité qui a été plébiscitée par Bloomberg et toute l'industrie minière. Est-ce que la Cominière avait déjà fait une étude sur ces jugements? En tout cas, s'ils en ont une, ils ne l'ont pas donnée. Financée par qui? Mais en tout cas, pas une étude, en tout cas, de ce niveau-là. Hein. Je ne sais pas. Ils avaient peut-être... On clôt. En fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que nous arrivons au mois de novembre 2022. Donc, vous voyez, on quitte 29 juin jusqu'à 18 novembre. Le président avait donné l'instruction. 18 novembre 2022. Donc, nous sommes invités à nous rendre au ministère du portefeuille pour pouvoir participer à une réunion afin de valider le rapport qui sera transmis au chef de l'État. Donc nous arrivons au ministère du portefeuille. La ministre du portefeuille présente un rapport dont la rédaction, nous n'avons pas été associés à la rédaction. Ça, je le précise bien. Nous n'avons pas été... En tout cas, j'espère vraiment que le chef de l'État nous suit ce soir. Comme ça, comme je n'ai pas eu l'occasion et l'opportunité de lui parler de tout ça. Je pense que ça va être le cas. Maintenant que l'affaire est mise sur la place publique. Oui. Alors, donc, la ministre présente un rapport, mais c'est un rapport qui est orienté, totalement orienté. C'est un rapport, en gros, qui vient incriminer AVZ. Pour dire que AVZ, ce sont des spéculateurs. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir mener à bien le projet.
ils n'ont pas la capacité technique, ce sont des juniors, ils prennent en otage le projet, on n'avance pas, alors que en moins de 5 ans, nous, on a produit l'étude de faisabilité. En moins de 5 ans, on a montré au monde entier qu'à Manono, dans le Manono, nous avions le gisement le plus important de lithium. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que nous n'avons pas la capacité technique. On a mis quand même 85 millions de dollars dans cette étude de faisabilité. Alors, dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de moyens, et surtout, l'argument c'était toujours que... Alors, ça c'est ce qui est un peu fallacieux, et permettez-moi quand même d'en rire un peu plutôt que d'en pleurer, parce qu'en tant que Congolais, c'est quand même très grave. Où les gens, même dans la Réunion, là, veulent présenter AVZ, ah, ce sont des spéculateurs. Eux, ils viennent ici, ils nous quittent, ils vont en Australie, ils font des annonces au niveau de la bourse, ils gagnent plein d'argent et les gens continuent à croupir de faim ici à Manono. Mais AVZ, quand au bout de 5 jours, en avril, fin avril 2022, ne reçoit pas la notification du CAMI, le 9 mai, AVZ décide de suspendre sa cotation, sa participation en bourse et a obligation chaque mois, au bout de 30 jours, de revenir à la bourse et de dire est-ce que vous reprenez ou pas. Et ça a été le cas jusque maintenant. Parce que AVZ avait décidé que tant que nous n'avions pas encore eu le dernier mot qui viendrait du chef de l'État, parce que tout l'espoir d'AVZ s'est fondé sur le chef de l'État. En disant, le président a un bon sens, il a un bon instinct, il sait facilement avoir le jugement qu'il faut. Question directe, oui. Les Congolais nous suivent. Oui. Avec tout ce qu'il y a eu, vente de 15%, oui. 5%, oui. 25% restants, ou plutôt 10% restants, est-ce que cette mine de Manono tourne ou ne tourne pas? Non, aucune activité n'a encore démarré. Aucune activité? Aucune activité n'a encore démarré. Mais elle pourrait démarrer immédiatement si on nous donne l'occasion de travailler. Mais aujourd'hui, si on vous notifie, oui. On dit que vous êtes actionnaire majoritaire, vous allez reprendre les 15%, vous êtes capable, AVZ, de réinjecter des moyens financiers, techniques, et reprendre des activités dans cette usine de Manono. En tout cas, c'est que moi, je peux vous affirmer ce soir. Le peuple vous écoute. Oui, c'est que moi, je peux vous affirmer ce soir. C'est que maintenant, là, tout de suite, ce qu'il faut pour commencer la première phase et même pour construire l'usine de traitement, oui. L'usine de transformation chimique, ce qu'il y a comme infrastructure à faire autour et autres, oui. Il faut en gros 480, disons 500 millions de dollars. Oui, vous les avez ? Nous avons 800 millions de dollars de disponibles. 800 millions, vous avez ? Ils sont là, ils sont disponibles. Les capacités techniques, nous les avons. Que ce soit le CEO, John Clark, non pardon, le chairman, John Clark, que ce soit le CEO, Nigel Ferguson. John Clark, c'est quand même 45 ans, plus de 45 ans d'expérience dans le secteur minier. C'est un vétéran, mais respecté mondialement. Nigel Ferguson, 35 ans. Serge Ngandou, oui. Congolais de son état, oui. Qui a évolué partout, en Australie, en Amérique latine, en Europe, en Afrique. Ngandou. Plus de 30 ans d'expérience de haut niveau dans le secteur minier. Et encore, il y a aussi d'autres experts. C'est-à-dire que ce soit les capacités financières, les capacités techniques, AVZ les a pour pouvoir assumer, oui. Pouvoir assumer sa part de responsabilité dans la JV. Et le Congo gagne quoi? Là où le Congo gagnera, c'est que d'abord, en termes de taxes et autres, si on aurait commencé, il n'y a pas le temps maintenant de pouvoir aller dans les détails, non, mais si nous avions déjà été notifiés fin avril, le Congo aurait pu gagner déjà, rien qu'en termes de taxes et autres, l'évolution des marchés, et je vous passe les détails. Sur base du code minier. Le Congo aurait pu déjà gagner 9 millions de dollars en moyenne chaque mois. 9 millions de dollars par mois? Depuis le mois de mai de l'année passée jusqu'à maintenant. Je pense que on arrête là. Juste une chose que j'aimerais ajouter, oui. C'est laquelle, c'est qu'au cours de la réunion que nous avons au ministère du portefeuille, j'avais tenu en tout cas à préciser à madame la ministre du portefeuille que le mandat que j'avais de monsieur Nigel Ferguson ne me permettait pas de pouvoir signer le rapport qui partirait chez le chef de l'État parce que ce n'était pas un rapport qui reprenait les propositions d'AVZ. Nos propositions n'avaient pas été reprises là-dedans. Donc le rapport qui a été présenté au président de la République, si c'est le même rapport que nous avons lu et dont on nous a refusé de lever copie. Donc c'était fait à charge. En tout cas, c'était fait à charge. Tout présenté AVZ comme étant le diable, il faut le faire partir. Au profit de qui?
Je suppose au profit de Zinjin, parce que si elle a pu autoriser Zinjin ou quelqu'un d'autre, Oui. parce que si elle a pu autoriser une vente irrégulière, et je reviens encore sur le terme une vente irrégulière, si elle veut, elle peut m'attaquer moi personnellement en justice pour diffamation. Mes avocats prouveront que je ne fais aucune diffamation. Par rapport à ces 33 millions. Étant donné qu'elle n'a pas respecté les règles. Elle n'a pas respecté les règles. En tout cas, il y a une chose qui est là, c'est que moi, tout ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de rencontrer le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle je suis à Kinshasa. C'est la raison pour laquelle M. Ferguson est prêt à revenir à Kinshasa. Nous voulons avoir l'opportunité, étant donné que nous avons vu en le président Tshisekedi un homme juste, un homme qui est prêt à donner la chance et aux Congolais et aux étrangers qui viennent investir chez nous, de manière à pouvoir justement mettre sur la table notre proposition par rapport aux 15% qui ont été vendus à Zinjin, qui est de loin supérieure aux 33 millions qui sont tout simplement un bradage. Merci beaucoup, Marius Mouchagalousa. Mouchagalousa Mouloume, consultant international et spécialiste de négociation des affaires. Maintenant, vous savez tout sur cette affaire AVZ. Vous comprenez que les Chinois ont peut-être acheté moins cher au moment où on dit qu'on veut revoir les contrats chinois. Il est ici question de vendre peut-être à moindre coût. On a vendu à moindre coût aux Chinois et qu'il y a des Australiens, des Américains aussi ont des actions dans cette affaire. Si vous avez un autre son de cloche, venez. L'affaire est connue maintenant. Le président de la République est informé le plus officiellement possible. À lui de recevoir AVZ, d'avoir justement un autre son de cloche pour savoir effectivement de quoi il s'agit. Parce que ici, il est question, comme a dit l'IGF, de préserver les actifs de la RDC. Absolument. Pour que le Congo gagne. Aujourd'hui, le lithium, c'est ce matériel le plus précieux dans la téléphonie, dans les batteries. Voilà, nous devons bénéficier de tout cela au lieu que, allez, au niveau de ministères, au niveau des institutions, qu'on puisse un peu brader tout cela. Et d'ailleurs, on avait évoqué ça tout à l'heure, les 33 millions vendus chez les Chinois, est-ce qu'au Trésor, il y en a encore? C'est la question. Allez, à la fois prochaine.